ABK Matin, l'interview. André Luther Meka est communicant RDPC. Il est l'invité de Sidonie Fikak ce matin. Bonjour André Luther Meka et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour à tous les auditeurs d'ABK Radio. J'ai souvent l'opportunité de vous écouter. J'apprécie votre travail. Merci de m'avoir invité. Avec vous, avant toute chose, nous souhaitons comprendre pourquoi vous avez cru bon devoir publier votre CV sur votre compte Facebook très récemment. C'était quoi le but de la manœuvre? Disons que je suis depuis quelque temps attaqué par rapport à ma carrière, dont j'ai tenu d'abord à exprimer qu'il y a deux types, n'est-ce pas, de trajectoire à l'université. Il y a la trajectoire académique, il y a la trajectoire administrative. En ce qui concerne la trajectoire administrative, il y a des postes qui sont réservés à tous ceux qui sont des contractuels d'administration et les fonctionnaires. Et quand on parle de fonctionnaires, notamment, n'est-ce pas, les enseignants instituteurs, mais aussi des fonctionnaires, et l'autre versant, c'est des contractuels. Donc, j'ai eu le privilège d'être nommé à un poste à l'université à ma qualité, n'est-ce pas, d'enseignant fonctionnaire. Et je voulais dire à tous ceux qui contestent ma trajectoire que je suis formé à l'université de Douala. J'ai fait mes classes à l'université de Douala. J'ai été vacataire pendant 10 ans. J'ai une trajectoire, n'est-ce pas, d'enseignant, bac plus 5, technique administrative. J'ai un 2A en communication des organisations. Donc, ça fait bac plus 5 fois 2. Et j'ai également 2 licences, une licence en sociologie économique et une autre licence en communication des organisations et normalement une maîtrise. Et je suis donc surpris qu'avec ce bagage intellectuel, avec ce parcours, que certains puissent contester mon profil par rapport à ces postes. Vous allez certainement, au vu de ce profil-là, que non seulement je mérite le poste, mais je suis largement supérieur, n'est-ce pas, à la demande, au profil qui est demandé dans un poste. D'accord, je crois que nous avons essayé de comprendre pourquoi vous avez tenu à publier votre CV sur votre page. Intéressons-nous aux questions d'actualité à présent. Le lundi 27 janvier 2025, le Conseil des chefs traditionnels du Cameroun a soutenu la candidature du chef de l'État et à leur suite, le mardi 28 janvier, ce sont les chefs traditionnels et de l'extrême nord, y compris les imams des mosquées centrales de Yaoundé et Douala qui se sont réunis sous la conduite de Paul Atangandi pour soutenir à leur tour la candidature du président Paul Biya. Est-ce que le RDPC ne s'en offusque pas comme cela a été le cas pour les prêtres? L'indignation est-elle sélective? Parce que le maître Akeremouna, par exemple, estime que les chefs traditionnels doivent être impartiaux. Comment est-ce que vous appréciez cette démarche des chefs traditionnels du Cameroun? D'abord, il faut faire un distinguo parce que, en ce qui concerne les prélats, c'est pas tous les évêques. Ce n'est pas l'Église catholique qui s'est offusquée de la gestion de ce pays. Ce n'est pas l'Église catholique en tant qu'institution, parce que l'Église catholique en tant qu'institution entretient de très bons rapports avec le Cameroun. Je le répète encore que Monseigneur Gallagher est venu au Cameroun pour fêter les 10 ans de l'accord cadre, n'est-ce pas, entre le Saint-Siège, le Vatican, et le Cameroun. Et nous sommes l'un des rares pays en Afrique qui a reçu 3 papes, notamment Jean-Paul II 2 fois et Benoît XVI 1 fois. Pour dire quoi? Pour dire que l'Église catholique en tant qu'institution n'a pas de problème avec le Cameroun. Il s'agit de quelques prêtres, de quelques prélats naturellement, qui se positionnent comme des porte-paroles, comme le porte-parole du peuple. Et vous savez très bien ma problématique là-dessus. Je trouve que l'Église a certainement raison de pouvoir porter sa contribution, sa critique vis-à-vis de la gouvernance, mais l'Église est aussi a été le tiers-État. Le tiers-État, c'est quoi? C'est cette fusion qu'il y a eu entre l'Église, n'est-ce pas, et l'État. Et l'Église a des institutions, l'Église a des organisations qui emploient les Camerounais. L'Église a des organisations qui participent à la vie des Camerounais. Moi, j'ai toujours pensé qu'il faille aussi, au niveau de l'Église, pouvoir améliorer la gouvernance et participer à l'édification de toute la nation. En ce qui concerne votre question sur
Bon, le soutien. Monsieur André Luther Meka, l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Cléda, est quand même l'une des personnalités les plus importantes de cette Église catholique. Est-ce que lorsqu'il prend la parole pour donner sa position sur son opinion sur une question précise, cela ne peut pas être représentatif de ce que les autres prêtres catholiques pensent? Je ne crois pas qu'il a été mandaté par toute l'Église catholique. L'Église catholique s'exprime par la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. Et je crois que la conférence épiscopale a pris position. La dernière fois, j'ai lu tout le verbatim, où effectivement, il parlait d'espérance et il disait qu'ils entendent les cris, n'est-ce pas, des citoyens, et ils s'appropriaient ce cri pour demander à ce qu'il y ait un changement, une amélioration, n'est-ce pas, de la vie. Et là, c'était la position, n'est-ce pas, de la conférence épiscopale. Je ne crois pas que Monseigneur Cléda soit le porte-parole, n'est-ce pas, de toute l'Église catholique du Cameroun. Je ne le pense pas. C'est la conférence épiscopale. Et je dis qu'il y a des prêtres qui sont très intéressés par la vie politique, n'est-ce pas, des nations. Je crois qu'à une chaîne concurrente télévisée, j'avais parlé de plusieurs prêtres qui sont devenus des hommes politiques. La sœur Justa Monica, Germaine Dufour qui est sénateur, l'abbé Pierre qui a été député. Les prêtres deviennent des hommes politiques. Ils deviennent des hommes politiques et peuvent s'intéresser à la vie politique. Alors, s'il y a certains prélats qui se démarquent et qui veulent arriver à la vie politique, tant mieux. Mais moi, je pense qu'il est important de faire une césure, un distinguo entre l'Église catholique avec ses institutions et l'État. Et s'il y a des prêtres qui voudraient, n'est-ce pas, apporter leur contribution, ils font des propositions claires à l'État par rapport à comment ils voudraient que la gouvernance soit, tout en tenant compte également que eux-mêmes, ils ont beaucoup de problèmes dans l'Église catholique. Vous savez, quand je suis allé à cette émission à la Reine, oui, j'ai eu des témoignages des prêtres qui vivent dans l'indigence, des prêtres qui sont en retraite et qui n'arrivent pas, n'est-ce pas, à vivre, d'autres prêtres même qui sont, n'est-ce pas, excommuniés sans autre forme de procédure et qui vivent dans la misère. J'ai eu des témoignages des enseignants qui sont très mal payés et naturellement même qui ne sont pas bien payés, qui ne reçoivent pas leur pension retraite. Mais je me suis dit que je ne vais pas faire le procès de l'Église à la télé. Je m'en vais pour discuter sur les grandes lignes, n'est-ce pas, de la gestion de l'Église au Cameroun. Je crois que la mission a été réussie. Donc, pour revenir à votre question, qui me semble très, très importante. Oui, sur les chefs traditionnels qui ont apporté leur soutien, justement. Et je voudrais que les Camerounais retiennent que notre pays est certes démocratique, mais c'est aussi un pays traditionnel. Le pouvoir s'acquiert d'abord sur le plan traditionnel, avant de s'acquérir sur le plan républicain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des chefs traditionnels qui sont les gardiens du temple, qui sont les gardiens de la tradition, et qui décident en tant que gardiens de la tradition, en tant que les paravents intermédiaires entre nos ancêtres et nous, de ceux qui doivent tenir le Cameroun. Et depuis fort longtemps, ils ont décidé que le président du Cameroun est le chef des chefs, est le faune des faunes. Et chaque fois qu'il advient des moments aussi importants, aussi intéressants, aussi des moments aussi cruciaux que les élections présidentielles, je crois, à mon humble avis, qu'ils interrogent les ancêtres et les ancêtres leur donnent la conduite, leur donnent des consignes et ils appliquent ces consignes-là. Qui vous dit que les consignes que les ancêtres ont données ne sont pas aujourd'hui que le président Paul Biya continue, n'est-ce pas, à protéger le Cameroun, continue, n'est-ce pas, aux destinées du Cameroun. Je crois qu'ils agissent sous l'onction, sous l'inspiration des ancêtres. Donc c'est tout à fait normal. Et je crois que le peuple camerounais doit suivre ce que les chefs disent. Parce que un chef... André Luther Meka, justement, sur votre position, les chefs traditionnels ne se sont pas adressés au peuple camerounais. Est-ce que les ancêtres ne choisissent de s'adresser aux chefs traditionnels que lorsqu'il s'agit d'apporter leur soutien au président de la République
et les ancêtres ne choisissent pas de parler aux chefs traditionnels lorsque les citoyens camerounais traversent des périodes difficiles parce qu'on a connu des catastrophes dans notre pays, on a connu des inondations, on a connu des éboulements de terrain, on a connu des situations délicates, difficiles et jamais on a entendu les représentants, les gardiens de ces traditions s'adresser au peuple, ne serait-ce que pour les réconforter. C'est une très bonne question, mais je vais vous prendre un exemple, et beaucoup de Camerounais ne le savent pas assez, ou ils le savent moins. Et nous avons eu une pandémie terrible qui a décimé le monde entier, mais dont le monde entier s'est émerveillé de la résilience et notamment, n'est-ce pas, de la solidité des Camerounais. Je voulais vous parler du Covid-19. Oui. Le Covid-19, les Camerounais ont surpassé, ont domestiqué, j'allais même dire qu'ils ont chiffonné le Covid-19. Et vous savez qui étaient les tenants de ce miracle? Nous savons que Monseigneur Cléda a trouvé des solutions à cette pandémie. Écoutez, madame, Monseigneur Cléda était dans la pharmacopée. Oui, justement. Et il a apporté, n'est-ce pas, une contribution très, très, très importante. Oui. Ça, alternatif. Mais les chefs traditionnels ont dit que cette affaire ne doit pas rester chez nous. Ils ont fait des rituels pour renvoyer ça, n'est-ce pas, dans d'autres sphères. Et vous avez vu comment les Camerounais ont surpassé le Covid-19. C'est vous qui nous l'apprenez aujourd'hui, hein, André Luther Meka. Les Camerounais se disent que chacun à son niveau s'est battu en buvant les décoctions qu'ils pouvaient bien concocter pour que cette maladie ne puisse pas l'atteindre. Jamais il n'a été question de croire que les chefs traditionnels ont à leur niveau apporté une contribution pour que le Cameroun ne soit pas frappé de plein fouet par cette maladie. Oui, il y a eu des rituels qui ont été faits par les chefs traditionnels. Bon, nous l'apprenons grâce à vous. Pour éloigner le... C'est parce que vous n'êtes pas... Vous savez, le regretté professeur Fabien Kanga avait dit que les Camerounais sont un peu distraits. Ils ne sont pas très observateurs. Il y a eu effectivement des informations qui ont circulé dans les réseaux sociaux que les chefs traditionnels ont fait des rituels pour dire que ça ne passera pas par le Cameroun. Oui. Et vous avez vu toute la solidité du chef de l'État qui apparaissait, n'est-ce pas, sans masque pendant le Covid-19. Et il le faisait pourquoi? Parce que c'est le chef des chefs, c'est le fond des fonds. Oui. Une maladie ne peut pas emporter un chef n'importe comment. Oui. Donc, c'est pour vous dire que les chefs traditionnels sont dans leur rôle d'éclaireurs de la société, de phare de la société, de dire effectivement la voie qu'il faille choisir. Est-ce qu'ils parlent au nom de leur peuple ou ils parlent en leur nom propre? Ils parlent au nom de nos ancêtres. D'abord, parce que c'est les gardiens de la tradition. Ils parlent au nom de nos ancêtres. Et à chaque fois qu'il y a des moments importants comme ceci, je vais toujours auprès des anciens. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Ils nous disent, l'homme de la situation, c'est le président Paul Biya. Oui. Parce que nous lui avons tout donné pour qu'il puisse, ne pas conduire ce pays vers les hautes cimes. Oui. Nous recevons donc André Luther Meka à partir du téléphone. Il n'a pas pu effectuer le déplacement sur la vie des partis politiques. La sortie du secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais du 14 janvier s'intéresse à la non-participation à l'élection présidentielle de certains partis politiques. Et le MRC, qui s'est senti indexé, a réagi à travers son président national, le professeur Maurice Kamto, pour signifier au RDPC qu'il n'est pas l'organe en charge de la validation ou non des candidatures, ce qui nous amène à demander pourquoi le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto intéresse tant le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ben écoutez, vous me posez la palissade. Monsieur Kamto est un concurrent du RDPC. Oui. C'est un concurrent du RDPC, autant que les autres concurrents. Et dans la veille politique, nous devons également suivre la trajectoire des adversaires politiques. Et je suis très amusé lorsque j'entends, n'est-ce pas, le professeur Maurice Kamto vouloir à tout prix entretenir l'illusion auprès de ses militants. Il ne sera pas candidat. Ou du moins, pour être candidat, il doit être investi par un autre parti politique. Un parti politique qui a des élus. Et je ne connais pas un parti politique aujourd'hui qui va vouloir prendre le risque, n'est-ce pas, d'investir
Maurice Kamto. Pourquoi parlez-vous de prendre un risque dans l'investiture du professeur Maurice Kamto? Pourquoi vous le dites? Mais parce que c'est un candidat à problème. À quel niveau est-ce que exprimer ses opinions, est-ce que critiquer l'action du gouvernement en place actuellement, c'est constituer un danger pour le fonctionnement d'une république, d'un pays, dans un pays démocratique? Bon, je voudrais plus revenir sur tout le passif qu'il a, le boycott des élections, les problèmes tribaux. Et tout boycott des élections, c'était leur droit le plus absolu de prendre part ou pas aux élections présidentielles. Oui, seulement ça a eu un impact très négatif auprès, n'est-ce pas, de ses militants. Et je crois que c'est l'une des raisons aujourd'hui qui a enfoncé même le MRC. Le MRC était une dynamique, donc une dynamique politique qui nécessairement, depuis 5 ou 10 ans, pouvait compter dans ce pays, mais avec cette erreur politique, cela a beaucoup impacté son parti politique. Certains militants du MRC ne s'en plaignent pas, au contraire, ils soutiennent cette décision qui a été prise par le professeur Maurice Kamto. Oh, vous savez, Fifi, nous avons des confidences de l'intérieur. Vous savez, Georges Balandier parlait de la dynamique du dedans, la dynamique du dehors. Toi, tu es dans la dynamique du dehors. Il y a une dynamique du dedans. Il y a eu plusieurs démissions. Vous savez très bien la cascade de démissions qu'il y a eu avec Dr Folefac, avec Célestin Jamen, Ndjoko et tout le reste. Il y a eu beaucoup de démissions. Même le jeune garçon qui soutient aujourd'hui Samuel Etefouis, là, comment on l'appelle là, le Armand Noutak. Armand Noutak 2, voilà. Il a été démissionné, hein. Lui, il a été victime d'une exclusion des rangs du parti, oui. Démissionné ou pas, il y a eu véritablement, le parti s'est effrité avec les Michel Ndoki et tous ces gens-là. Pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, avec ces défaillances-là, ce parti a pris un grand coup. Et je crois que lorsque vous voyez aujourd'hui l'allure, la tendance, beaucoup de partis politiques ne veulent pas prendre le risque de le soutenir. Et ça se voit. Sinon, il aurait déjà indiqué qu'il sera investi par tel ou tel parti. Est-ce que cela ne fait pas partie de leur stratégie politique? Maintenant, il est en train de créer une polémique juridique et j'espère qu'il pourra nous démontrer comment un député qui va de parti en parti peut se balader avec son mandat et pouvoir, n'est-ce pas, permettre à ce qu'un parti politique soit un candidat soit investi. Encore que la loi électorale parle, n'est-ce pas, des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Hein? Oui. Et des partis politiques représentés. Et je crois qu'à ce niveau-là, il y a véritablement matière à réflexion. D'accord. On sait également que le candidat Maurice Kamto, qui soutient Mordicus, qu'il sera à l'élection présidentielle d'octobre 2025, a tancé votre champion en disant qu'il n'était pas dans la possibilité de se présenter à cette élection présidentielle. Qu'est-ce que vous avez comme réaction à cette sortie du professeur Maurice Kamto au sujet de son Excellence Paul Biya? J'ai lu quelques pamphlets qui allaient dans ce sens. Bon, mais c'est juste dans une sorte d'animation parce que, à la vérité, le bureau politique du RDPC avait prorogé le mandat du président Paul Biya. Et dans nos statuts, vous savez que notre président national est le candidat statutaire. Je dis bien statutaire du RDPC. C'est-à-dire que même s'il ne se déclare pas candidat, dans nos textes, il est candidat. Donc, je ne sais pas sur quelle base tous ces personnes disent que le président Paul Biya ne sera pas candidat. Oui. Il n'en serait pas autrement, Fifi. Oui. Il n'en serait pas autrement parce que nous avons la chance d'avoir un monsieur qui a atteint une autre dimension de la gouvernance. Un monsieur qui est respecté dans tout le monde entier et qui a emmagasiné beaucoup d'expérience, qui a emmagasiné beaucoup de secrets du monde. Oui. Et
qui a emmagasiné véritablement un champ relationnel immense. Vous vous imaginez, il a un parcours exceptionnel. Il a été secrétaire général à la présidence, il a été premier ministre, il a été président, et il a été président pendant beaucoup d'années. C'est une sommité dont le Cameroun ne doit se séparer. Nous devons profiter jusqu'à ce qu'il ait la dernière force, la dernière sueur pour que nous puissions être un pays respectable dans le monde. Et vous constatez aujourd'hui qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les institutions fortes, contrairement à ce que Obama disait, le président Obama. Aujourd'hui, c'est les hommes forts. Vous allez voir Poutine en Russie, Trump aux États-Unis et beaucoup d'autres présidents en Afrique qui sont devenus des hommes forts. Il faudrait aussi qu'au Cameroun, qu'on ait un pilier, un patriarche, où tout le monde vient se ressourcer, où tout le monde vient faire allégeance pour qu'il puisse, n'est-ce pas, être le sage là du Cameroun, pas seulement du Cameroun, mais d'Afrique, parce que quand les chefs d'État africains ont des problèmes, ils viennent se ressourcer. Donc je ne voudrais pas qu'il y ait un gâchis, que les Camerounais ne puissent pas comprendre toute la dimension de la présence, n'est-ce pas, du chef de l'État, parce que seule sa présence mobilise, seule sa présence crée l'allégeance, n'est-ce pas, du monde autour du Cameroun. C'est un président exceptionnel. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a esté l'ECAM devant le Conseil constitutionnel le 8 janvier 2025. L'audience s'est déroulée le 21 janvier et la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour statuer sur la violation de l'article 80 du Code électoral qui contraint le directeur général de Élections Cameroun à publier la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre de l'année. Cette démarche du MRC a été soutenue est soutenu, voire accompagné par d'autres leaders de partis politiques, mais l'on n'a presque jamais vu le RDPC dénoncer ce code électoral, encore moins certaines pratiques de l'ECAM et saisir un organe juridique pour faire respecter la loi. Est-ce à dire que le service proposé par l'ECAM est satisfaisant pour le RDPC? Bon, je ne voudrais pas parler au nom du comité central du RDPC qui doit normalement qui doit déclarer, qui doit se prononcer sur des questions aussi vastes, sur des questions organisationnelles. De mon point de vue. Qui a soutenu d'une certaine manière les institutions en charge de l'organisation des élections au Cameroun lors de la sortie de Jean Kueté, secrétaire général du comité central du RDPC. Il l'a soutenu et on en est à se poser la question de savoir pourquoi là où les autres partis politiques trouvent qu'il y a problème, le RDPC ne se plaint pas, au contraire apporte son soutien à ces instances en charge de l'organisation des élections, alors que le parti également prend part à ces élections. Le RDPC respecte les institutions. Même s'il y a des dysfonctionnements à quelques endroits? Les dysfonctionnements sont regardés par d'autres perceptions, par des personnes qui ont d'autres desseins, qui ont d'autres intérêts. Et je voudrais quand même vous faire observer que malgré qu'elle est quand même très critiquée, il y a des opposants qui sont élus sous la coordination, n'est-ce pas, de l'organisation des élections par l'ECAM. Tous ceux qui critiquent aujourd'hui Cabral Libi, il a été élu sous l'ECAM. Madame Njoya Toumano a été élue sous l'ECAM. Le député Adamou Koupit, tous ces personnes aujourd'hui qui critiquent l'ECAM ont été élus sous l'ECAM. Je consens, et beaucoup de gens ne le savent pas. À la veille des élections, il y a des concertations. Moi, je crois qu'à la délégation de l'ECAM dans le littoral, ils reçoivent souvent les hommes politiques pour discuter, n'est-ce pas, de la convenance d'un certain nombre de lois, de la convenance, n'est-ce pas, d'un certain nombre de procédés pendant des élections. Et oui, je crois que c'est à ce cadre-là que, n'est-ce pas, les partis politiques doivent de temps en temps, n'est-ce pas, participer, au lieu d'aller poser des problèmes qui n'existent pas et qui font en sorte qu'ils soient déboutés. Et c'est parfois très honteux, oui. Parce que vous savez que Maurice Kamto, c'est un avocat, c'est un professeur d'université de droit. Lorsqu'il est débouté comme ça, c'est même très honteux de penser que, parce qu'on dit que c'est irrecevable, ils sont incompétents, ça veut dire qu'il a pris et on pourrait aussi le dire.
On pourrait aussi le dire parce que peut-être le pouvoir judiciaire n'est pas totalement libre de se prononcer sur un certain nombre de questions. Non, mais vous ne pouvez pas le dire parce qu'il y a aussi des cas qui démontrent que le pouvoir judiciaire peut donner raison aussi aux citoyens. Est-ce qu'ils ne sont pas rares ces cas? Ils ne sont pas assez rares. Ils ne sont pas assez rares. Il y a beaucoup de cas où, notamment dans le cadre du TCS, je crois qu'on avait annulé une élection à Douala 5e de Françoise Foning, qui était une mastodonte politique à cette époque. Et les CAM annulent souvent des élections dans certaines circonscriptions. On a vu ça. Donc, il ne faut pas seulement penser que les CAM est tellement partial. Est-ce que quelquefois, ce n'est pas pour contenter l'opinion publique et faire croire aux uns et aux autres qu'il y a une certaine indépendance, il n'y a pas de l'ingérence dans la gestion des affaires électorales? Mais pourquoi vous voulez absolument discréditer Eleka? Vous êtes de l'opposition. Je suis en train de vous dire que Elekam a une institution qui a fait élire beaucoup de membres de l'opposition. Oui. Et moi, je suis surpris que certains membres ont été élus. À Douala 5e ici, on a eu à l'époque Papi Doumbé qui avait été élu sur Elekam. Aujourd'hui, on a le maire Billon, on a Madame Nouran Foster. Oui. Mais attendez. Honorable Cabral Libi, oui. Honorable Cabral Libi ailleurs et les autres. Si c'était tellement très faux, mais le RDPC raflerait tous les sièges dans toutes les circonscriptions. Donc, il ne faut pas toujours être à la remorque de l'opposition, les accompagner parfois dans leurs revendications qui sont, pour moi, un peu insignifiantes. Nous essayons simplement de relayer un certain nombre de griefs qui sont adressés contre Elekam. Loin de nous l'intention de nous ranger derrière un quelconque parti politique, M. André Luther Meka. Toujours en rapport avec la présidentielle de 2025, les nouvelles en provenance de la région de l'extrême nord ne sont pas rassurantes pour le RDPC. Peut-être ne sont pas rassurantes pour le RDPC et pour cause. Yerima Alilou, sans doute, vous en avez entendu parler, ce leader de la jeunesse d'une localité de cette région qui a adressé à Kavaye Guédibril, président de l'Assemblée nationale, originaire de la dite région, une lettre dans laquelle il dénonce l'absence totale de vision pour l'avenir des jeunes. Il adosse ses propos sur des figures comme Zachary Perevet qui, dit-il, connaissent bien les frustrations des populations et les limites du système actuel qui est à bout de souffle. Quelle analyse faites-vous de la sortie de ce jeune, une sortie qui est en contradiction avec la position des chefs traditionnels, les dignitaires du Grand Nord? Vous savez, je ne vais pas dire que je maîtrise les problèmes du Grand Nord, encore que les élites du Grand Nord font beaucoup pour les jeunes, et je ne vais pas faire dans la langue de bois. Monsieur Cavaillé, le très honorable Cavaillé Yégué Djibril fait beaucoup, énormément pour le Grand Nord, beaucoup. Oui. Je dis bien beaucoup en ce qui concerne, n'est-ce pas, les problèmes d'emploi. Et même, vous avez vu, il y avait même des polémiques à l'époque où son directeur de cabinet a dit des choses qui s'apparentaient un peu à un certain nombre de clanismes, parce qu'on leur demande beaucoup aussi et ils font ce qu'ils peuvent. Je ne connais pas véritablement les réalités, mais je dis que le RDPC, dans le Grand Nord, a une politique des jeunes. Et il peut y arriver qu'il y ait des cas marginaux, il y ait des cas marginaux où des jeunes peuvent, n'est-ce pas, revendiquer. C'est tout à fait normal que certains jeunes attirent quand même l'attention des aînés sur leur encadrement, sur leur insertion sociale. C'est tout à fait normal. Et moi, en tant que jeune, je soutiens cela. Mais que ça reste dans le cadre véritablement, n'est-ce pas, de la sensibilisation, le fait d'attirer l'attention, mais que ce ne soit pas une sorte de défiance
n'est-ce pas, vis-à-vis des aînés. Mais si c'est dans le cadre de concertation, de consultation, où on peut dire aux aînés qu'il y a tel ou tel problème, ce n'est pas mauvais. Mais vous savez, les Camerounais sont des gens qui sont bizarres, hein. Aujourd'hui, ils disaient souvent dans le RDPC, on ne promeut pas les jeunes, c'est la gérontocratie. Mais vous allez voir que beaucoup de gens aujourd'hui contestent ma nomination. Alors que c'est eux qui disaient que nous sommes abandonnés, la jeunesse du RDPC n'est pas encadrée, nous sommes exploités. Aujourd'hui que j'ai été nommé, quels sont les retours? Peut-être qu'ils souhaitent qu'il y ait un peu plus de jeunes qui soient nommés. Non, ce n'est pas ce qu'ils souhaitent. Ils souhaitent qu'on ne nomme pas les jeunes. Parce qu'il faudrait bien commencer quelque part, hein. À chaque fois qu'on nomme un jeune, moi je suis très très content, je suis très fier. Et je peux vous dire que la relève au RDPC se prépare. Aujourd'hui, vous allez voir des jeunes qui sont des commissaires, vous allez voir des jeunes qui sont des dirigeants des hôpitaux, vous allez voir des jeunes qui sont des sous-préfets, des jeunes qui sont des sous-directeurs, comme moi, hein? Et vous allez voir aujourd'hui que c'est les mêmes personnes qui étaient en train de critiquer, disant que c'est la gérontocratie, il n'y a pas de relève, la jeunesse du RDPC est abandonnée, qui aujourd'hui critiquent ma nomination. C'est paradoxal, mais je comprends, c'est n'est-ce pas, des batailles politiques où on voudrait me noircir, alors que eux-mêmes ils savent très bien que je suis bien formé. Si je n'étais pas bien formé, je n'aurais pas tenu les panélistes en haleine, je ne serais pas invité aujourd'hui dans votre média. Donc, quand quelqu'un n'est pas... Vous savez, il y a un de mes professeurs qui m'a dit la formation, ça ne trompe pas. Quand un jeune est bien formé, quand vous avez fait bien l'école, le Camerounais qui est en face et qui vous voit vous développer, vous déployer sur le plan intellectuel, il sait que ce monsieur a été formé. Moi, je mets les gens à défi, même dans votre studio là, qui disent que je suis mal formé et que je n'ai pas fait d'école. André Luther Meka, c'est pas ça l'objectif de notre entretien. Nous reconnaissons une substance pertinente. C'est la raison pour laquelle nous vous sollicitons pour répondre à nos questions dans le cadre de notre programme. Donc, rassurez-vous de ce côté-là. Fifi, tu n'es pas honnête. Pourquoi tu ne dis pas aux Camerounais que tu as été chef d'antenne de Radio des Lauréats et qu'à cette époque-là, tu m'invitais déjà dans les débats? C'est la raison pour laquelle je dis... Certains politiques n'existaient même pas encore. Et c'est la raison pour laquelle je dis que c'est parce que nous reconnaissons justement de détenir une substance, une bonne substance et une pertinence que nous vous appelons pour répondre à nos questions. Vous savez, Fifi, quel est mon problème à moi? Non, nous ne le savons pas. Mon problème, c'est que j'ai décidé de soutenir le président Paul Biya. C'est la raison pour laquelle vous recevez toutes ces flèches-là, de votre point de vue? Oui. Que ce soit de l'opposition qu'à l'intérieur de mon parti. Je le dis aujourd'hui. Oui. J'ai décidé de soutenir le président Paul Biya. Et vous le savez très bien. Je vous dis tous les jours qu'on ne peut pas laisser une telle expérience. On ne peut pas laisser une telle communauté. Il doit servir ce pays. Je suis l'un des communicants à vous le dire. Nous l'avons compris, André Luther Meka. En une minute, il faut bien comprendre ça. Vous nous avez expliqué, oui. C'est important de le savoir. Oui. Tous les problèmes que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé depuis 2008 de soutenir Mordicus devant les médias. Partout où besoin sera, toute mon expertise, toute ma formation que le Cameroun m'a donnée pour soutenir les institutions et soutenir le président Paul Biya. Voilà d'où viennent mes malheurs. Parce que les gens font des stratégies sur les plateaux télé, des stratégies dans les radios pour aller m'attaquer parce que je soutiens le Paul. J'assume cela et je suis très fier de le soutenir. Et d'ailleurs, je continue à le soutenir parce qu'un intellectuel, c'est une cause. Chaque intellectuel doit avoir une cause. Et ma cause à moi, c'est de faire comprendre aux Camerounais que le président Paul Biya est l'homme de la situation. C'est un homme qui aime ce pays et c'est le seul qui peut mieux protéger les Camerounais et protéger les intérêts des Camerounais.
Vous l'avez dit, nous vous avons entendu pour sortir en une minute. Intéressons-nous à cette lutte contre la vie chère à travers les campagnes qui ont été initiées dans différentes villes du Cameroun de vente du sac de riz de 50 kg à 15 000 francs CFA, le boulevard du 20 mai à Yaoundé, l'esplanade de la délégation régionale du commerce pour le littoral et d'autres points de vente sont concernés par cette campagne. Quel sens donnez-vous à cette opération qui, bien que portant le sceau de la lutte contre la vie chère officiellement, a pour certains des allures d'une initiative visant à polir l'image du gouvernement et par conséquent corrompre un tout petit peu les consciences en faveur d'un candidat à la prochaine élection présidentielle? Moi, j'ai l'impression que tu es de l'opposition. Parce que... Je ne fais que poser des questions sur la base des éléments que nous avons à notre possession, parce qu'il y en a aujourd'hui qui s'interrogent sur le fait qu'il y ait des empreintes digitales qui sont requises, qu'il y ait des photocopies des cartes nationales d'identité qui sont requises. À quoi est-ce que tout cela retourne? Les populations se posent des questions. Nous également, nous nous posons la question et nous vous l'adressons parce que vous êtes au même moment sociologue, André Luther Meka. Oui, je crois qu'il s'agit d'une opération, n'est-ce pas, de pouvoir parer, essayer, n'est-ce pas, d'alléger la vie des Camerounais. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter le ministère du Commerce qui a trouvé cette très bonne stratégie de pouvoir faire en sorte que les Camerounais puissent avoir une denrée alimentaire de base. Oui. Très, très moins cher. Vous savez, il est aussi important parfois de féliciter parce que ce n'est pas facile dans ces moments de crise économique dans le monde où les prix ont pratiquement triplé, de voir qu'il y a ces rabattages de prix, qu'il y a, n'est-ce pas, cette opération qui permet à certains Camerounais de pouvoir avoir de quoi manger. Je tiens à féliciter le ministre des Commerces et tout l'appareillage qu'il y a autour pour pouvoir servir les Camerounais de ce riz. Et je tiens à préciser qu'il ne faut pas toujours avoir la lecture politique de croire qu'il s'agit là d'une campagne de séduction. Et beaucoup m'ont appelé, dit que nous sommes déjà en campagne, ainsi de suite. Je crois qu'il faut... Vous confirmez donc que vous-même, vous avez reçu des appels allant dans ce sens. Donc, de vous poser la question et de me dire que je représente l'opposition, André Luther Meka, c'est un tout petit peu m'accuser de quelque chose qui n'est pas vrai. Et si je vous relançais même en disant que les prix ont connu des évolutions exponentielles depuis environ 2 à 3 ans, et pourquoi ce n'est que maintenant que le ministère du Commerce choisit de proposer ces campagnes de lutte contre la vie chère, vous me direz encore que je fais cette relance parce que je suis de l'opposition. Non, c'est parce que peut-être là aussi vous n'êtes pas informé. Je crois que le ministre du Commerce avait signé des contrats avec des supermarchés à des prix très concurrentiels et il avait fait un communiqué pour dire aux Camerounais que ceux qui voudraient des produits, notamment moins chers, peuvent aller dans tel ou tel supermarché. Je crois qu'il y a eu... Tout à fait, oui. Il y a même la MIRAP qui organise de temps en temps des campagnes de vente professionnelle. Et au niveau, n'est-ce pas, de Parcours Vita, oui. Ici à Douala 5e à Bonamoussadi, en face Tradex sans publicité, il y a souvent la MIRAP qui étale, n'est-ce pas, un certain nombre de produits très moins chers à ce niveau. Donc, je crois que c'est une drôle de coïncidence. C'est une drôle de coïncidence par rapport, n'est-ce pas, au timing des élections et à cette distribution de riz. Mais je dis que c'est une très bonne opération. Oui. Et à la vérité, j'ai été désagréablement surpris qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sollicitaient, même les plus impressionnés, hein, parce que vous croyez que c'est seulement les pauvres. Ce n'est pas les pauvres. Cela ne traduit-il pas le niveau de difficulté à se nourrir dans lequel se trouvent les Camerounais? Non. Je suis en train de vous dire que ce que vous avez dit là, ce n'est pas seulement les pauvres. Si vous faites l'étude, vous allez constater qu'il y a parmi eux les détaillants, il y a les grossistes et naturellement même aussi des familles aisées
qui raflent un certain nombre de quantités de riz pour pouvoir les stocker et envoyer, n'est-ce pas, dans leur famille et ainsi de suite. Donc, c'est pas toujours seulement une masse critique de pauvres, d'indigents qui achètent ce riz. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres catégories socio-professionnelles qui participent, n'est-ce pas, à ces achats-là. Mais l'opération est très bonne et c'est à féliciter. Je crois que le ministre du Commerce doit multiplier ce genre de... Donc, on retient que c'est juste une coïncidence, rien à voir avec une campagne de séduction qui serait en faveur d'un candidat engagé à l'élection présidentielle de 2025. Merci. Mais écoutez, nous n'avons pas besoin de distribuer le riz aux Camerounais. Nous sommes sur le terrain depuis 2018, hein, et nous faisons des choses dont les Camerounais ont souvenance. Ce n'est pas en distribuant du riz que les gens vont penser que nous sommes en campagne. Nous sommes en campagne, le RDPC est en campagne tous les jours, pour, n'est-ce pas, permettre aux Camerounais de pouvoir choisir notre candidat. Je vais conclure en disant que, une fois de plus, je demande aux Camerounais de ne pas prêter le flanc à la distraction, de ne pas prêter le flanc aux entrepreneurs du chaos. Le président Paul Biya, c'est l'homme de la situation. On va parler de son âge, mais vous constatez même l'exception même de l'homme, parce que malgré son âge, vous voyez les actions qu'il pose, vous voyez comment il est en forme. Cela montre que c'est un choix de Dieu. Je demande aux Camerounais d'accompagner le président Paul Biya à ce dernier mandat, pour qu'il puisse parachever tout ce qu'il a commencé. Merci André Luther Meka d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ABK Matin. André Luther Meka qui était dans l'invité de Sidonie Fikak. Toutes nos interviews sont désormais disponibles en version augmentée sur notre plateforme digitale www.abkradioofficiel.com.